Les Boulonnais connaissent bien la statue de Jenner, qui est au pied des remparts devant l'emplacement de l'ancienne tour françoise, érigée sous François Ier. Mais la statue de Jenner n'a pas toujours été là. Au XIXe siècle, elle a été érigée devant la nouvelle halle aux poissons de Boulogne pour commémorer Édouard Jenner, qui découvrit le moyen d'éviter une maladie terrible, la variole. Ce fut la première statue d'un étranger sur le territoire national. Et ce n'est pas par hasard, car c'est à Boulogne qu'a eu lieu la première vaccination contre la variole sur le continent européen. Au XVIIIe siècle, la variole, qu'on appelait aussi la petite vérole, était très redoutée. Elle apparaît d'abord sur le visage, puis sur tout le corps, sous forme de petites taches rouges qui deviennent des vésicules puis des pustules. Voltaire rapporte que lors des épidémies, 60% des personnes contractaient la variole et que 10 à 20% de la population en mourait. Ceux qui survivaient étaient généralement défigurés. On estime que la variole tuait 600 000 personnes par an en Europe. L'inoculation de pus variolique fut testée au début du XVIIIe siècle, mais ses effets restaient mal maîtrisés. Édouard Jenner est né le 17 mai 1749 à Berkeley, dans le comté de Gloucester. À l'âge de 13 ans, il se rend auprès du docteur Ludlow, un chirurgien du village de Sodbury, non loin de Bristol, pour devenir son assistant. À 20 ans, Jenner quitte le village de Sodbury pour aller étudier à Londres auprès du plus illustre chirurgien de l'époque, John Munter, dont la devise était qu'il faut agir plutôt que de trop réfléchir. Après avoir passé 6 ans à Londres, Jenner retourne à Berkeley, en 1775, s'installer dans son pays natal. Il soigne les gens et également leurs animaux, comme cela se faisait à l'époque. Un jour qu'Edward Jenner conseille une paysanne pour éviter la variole, elle l'interrompt en souriant. « Je ne crains pas la variole, je l'ai déjà eue. Une de mes vaches me l'a transmise, et je peux être tranquille, je ne l'aurai plus. » En 1785, un médecin anglais, le docteur Thomas Michael Nowell, âgé de 25 ans, vient s'installer dans le Boulonnais, tout d'abord à Marquise. En 1789, il s'installe avec son épouse, Anne, en Hauteville, dans une maison nouvellement construite, à l'extrémité inférieure de la rue Saint-Martin. Leur fils, John Alexander, naît le 3 juin 1789. À partir de 1793, pendant la Terreur, le docteur Nowell devient extrêmement impopulaire auprès des médecins boulonnais, qui vont le dénoncer auprès des autorités municipales, jaloux de son succès, auprès des patients anglais de Boulogne, mais également auprès des Boulonnais eux-mêmes. La dénonciation de Nowell par les médecins de Boulogne n'a eu aucune suite immédiate. À partir de février 1793, la France et l'Angleterre sont officiellement en guerre. Les médecins boulonnais continuent de dénoncer le docteur Nowell, allant même jusque l'accuser d'avoir été le conseiller médical du vice-gouverneur de la Bastille avant la Révolution. En 1795, la situation des ressortissants anglais devient difficile à Boulogne. Le docteur Nowell quitte Boulogne après avoir payé d'avance 3 années de loyer de sa maison du 70 de la rue des Pipots, ce qui montre qu'il compte bien y revenir et ne pas abandonner ses patients. Au début de l'année 1796, survient une nouvelle épidémie de variole bovine en Angleterre. Le 14 mai 1796, Edward Jenner, âgé de 47 ans, prélève un peu de liquide jaunâtre d'une pustule de la main de Sarah Nelms, une treilleuse, qui avait contracté la vaccine transmise par une vache nommée Blossom, qui signifie fleur en anglais. Jenner se rend alors aussitôt chez Madame Phipps pour inoculer à son fils, James, âgé de 8 ans, une partie du pus recueilli. C'en était fait. Jenner avait inoculé au bambin la variole bovine. Quelques jours passèrent. Jenner rendait régulièrement visite à James Phipps. Tout d'abord, il n'arriva rien. Puis là où avait été pratiquée l'incision, la peau commença à rougir et la typique pustule variolique apparut. Les parents de James étaient épouvantés, mais Jenner les tranquillisa. L'enfant ne courait aucun risque. Tout au plus, celui d'avoir la vaccine, la variole bovine, inoffensive pour l'homme. D'ailleurs, la pustule guérit rapidement. Il s'y forma une petite croûte qui tomba bientôt. Quelques mois plus tard, Jenner revint voir le petit James, avec cette fois une fiole de verre, contenant non plus la variole bovine, mais la variole humaine. Il inocula la variole à James Phipps. Jour après jour, et pendant les 15 jours qui correspondaient en général à l'incubation de la maladie, il surveilla le garçon avec une anxiété croissante. 15 jours passèrent, puis 20, puis 1 mois. Il n'arriva rien. La conclusion qu'on pouvait tirer maintenant était la suivante. Après avoir contracté la variole bovine, on ne pouvait plus contracter la variole humaine. Ainsi, l'inoculation de la vaccine, la variole de la vache, devint le procédé que l'on appellera plus tard la vaccination. Edward Jenner avait gagné. Après avoir pratiqué d'autres expériences de vaccination sur des hommes, il décrivit le résultat de ses recherches dans un article savant qu'il envoya à la Royal Society. Il reçut une réponse bien différente de ce qu'il avait espéré. Les membres de la Royal Society lui conseillaient cordialement de reprendre possession de son document, de l'enfermer dans une cassette et de ne le faire lire à personne. Sa renommée serait en effet à jamais compromise si l'on venait à découvrir les folles expériences qu'il avait effectuées. Malgré ces critiques, Edward Jenner diffuse le principe de la vaccination dans le public, en encourageant la vaccination de masse.
Ses opposants contestent l'innocuité de sa méthode, ou même parfois dénoncent la prétention de vouloir contrarier les desseins de la Providence. Le monde scientifique fut stupéfait de la découverte de Jenner. Les gens étaient partagés sur la vaccine. Jenner fut attaqué et tourné en dérision par certains, exalté par les autres. Pour certains, le fait d'inoculer une substance provenant de la vache risquait de faire sortir des bovins par les pustules ou par tous les orifices du corps. Heureusement pour lui, de grandes personnalités soutiennent Edward Jenner. La grande Catherine de Russie lui adressa de longues et chaleureuses félicitations, avec comme cadeau un magnifique diamant. Il est parfois dit qu'à cette époque, Jenner vint lui-même injecter la vaccine aux Anglais résidant à Boulogne, et qu'il y fut assisté par le docteur Noël. En 1798, Jenner publie à ses frais une enquête sur les causes et les effets de la vaccine de la variole. Il jette ainsi les bases de l'immunologie appliquée à la variole. Il se satisfait d'une approche empirique et ne se soucie pas d'aller plus avant dans la compréhension du phénomène. Il appelle virus le facteur mystérieux de la vaccine, d'après un mot latin qui signifie poison. En 1799, lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et devient premier consul, la France est déjà en guerre contre l'Angleterre. Le médecin anglais de Boulogne, le docteur Thomas Noël, qui a regagné Londres avec son épouse Anne et leur fils John Alexandre, reste néanmoins toujours très attaché à ses patients boulonnais. À partir de 1799, les docteurs Antoine-Augustin Parmentier, Joseph-Ignace Guillotin et Philippe Pinel, avec l'appui de Napoléon Bonaparte, contribuent activement à la mise en place de l'utilisation de la vaccine pour protéger contre la variole. Mais toutes les tentatives réalisées échouent. En 1800, à cause de la guerre, il n'était pas possible de voyager directement d'Angleterre en France, et les voyages se faisaient généralement par le port neutre, d'Altona, situé au niveau de l'actuelle ville de Hambourg en Allemagne. En France, un arrêté du directoire exécutif du 23 novembre 1796 avait établi des commissaires et des interprètes dans les ports français pour contrôler l'entrée et la sortie des navires neutres, avec plein pouvoir pour examiner les papiers des navires. En outre, seuls les ports de Calais ou de Dieppe étaient autorisés à embarquer ou à débarquer des passagers en provenance d'Angleterre, des exceptions n'étant prévues qu'en cas de mauvais temps. En février 1800, le 8 Ventose de l'an 8, le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, est contacté pour fournir des locaux en vue de mettre en place un comité de vaccination à Paris. Le 11 mai 1800, naît le Comité central de vaccine, fondé par François de la Rochefoucauld et qui sera présidé par Joseph-Ignace Guillotin. Le but premier du Comité central de vaccine, installé à Paris, était de tester la valeur de la vaccination jennerienne avant de songer à la diffuser en France. Mais en France, il n'y a pas de cas de vaccine, la variole bovine. Le docteur Antoine Aubert obtient par l'intermédiaire du docteur Colladon de Genève un échantillon de lin imprégné de pus de l'un des cas inoculés par le docteur William Woodville de Londres. William Woodville, qui a travaillé avec Edward Jenner, vient d'écrire un livre que le docteur Aubert a traduit en français. Le 27 mai 1800, une souche de variole bovine arrive, transmise par la voie diplomatique, dans une fiole, une ampoule hermétique contenant de l'hydrogène. On établit un centre de vaccination non loin de Paris, à Vaugirard, dans une maison prêtée par le sieur Colomb, afin d'y effectuer des tests. On peut y loger 40 sujets. Des enfants de l'hospice de la Pitié y furent bientôt réunis en nombre suffisant, et les tentatives commencèrent. Les essais réalisés le 2 juin 1800 sont un échec. L'inactivité de la vaccine est probablement due à plusieurs facteurs. Le délai de transport depuis Londres, le temps chaud de l'été, ou le traitement à la vapeur recommandé pour reconstituer l'exsudat séché. Aubert se rend alors à Londres pour apprendre les techniques de vaccination directement de William Woodville, qui avait été un des premiers Anglais à tester la vaccination de Jenner. Aubert parvint à convaincre le docteur Woodville de se rendre à Paris afin d'enseigner aux Français la méthode correcte. Aubert et Woodville reviennent en France avec un nouvel échantillon de vaccine. Ils sont accompagnés alors du docteur Noël, le médecin anglais qui avait dû quitter Boulogne 5 ans auparavant. Leur navire, le Borsumborg, venant du port danois d'Altona, situé en grande banlieue de Hambourg, doit faire escale à Calais, port autorisé par le gouvernement français à accueillir des bateaux neutres. Mais Noël s'était arrangé pour débarquer à Boulogne et non pas à Calais. Woodville, Aubert et Noël, avec sa femme Anne et leur jeune fils Alexander, arrivent à Boulogne vers 8 heures du soir, le 18 juin 1800, sur le navire Borsumborg, parti d'Altona 7 jours auparavant. L'arrivée inattendue d'un navire à Boulogne, l'un des 5 navires à entrer dans le port de Boulogne pendant toute l'année 1800, a été communiquée au ministre de la police générale, Joseph Fouché, par le sous-préfet de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer. En effet, le commissaire de police à Boulogne-sur-Mer soupçonna immédiatement une divergence entre les déclarations des marins, selon lesquelles le navire avait été empêché de se rendre à Calais par des vents contraires. Ce soir-là, les passagers ont été placés dans un hôtel, sous la garde de 2 policiers. Après leur interrogatoire officiel qui a eu lieu le lendemain, le 19 juin, Aubert, en possession d'un passeport en cours de validité, a été immédiatement remis en liberté. Woodville, qui s'était attendu à trouver un passeport qui l'attendait à Calais, se retrouve sans papier. Lui et le docteur Noël sont remis en liberté mais doivent rester sur Boulogne. C'est le 19 juin 1800
grâce à la confiance de ses patients, que le docteur Noël inocule avec le docteur Woodville la vaccine, la variole bovine, pour la première fois en France, à 3 petites filles. Cette première sur le continent européen a donc eu lieu à Boulogne, rue des Pipots, à l'ancien domicile du docteur Noël. Les 3 petites filles étaient Marie Spitalier, née le 12 décembre 1799, fille d'un avocat, Sophie Edouin, née le 19 février 1796, fille d'un contrôleur de poste, et mademoiselle Benny, dont le prénom n'est pas connu. Tout se passa très bien. Quelque temps plus tard, le docteur Woodville fut certifié être venu à l'invitation du comité central de vaccine à Paris par les citoyens Touret et Liancourt, qui ont également souligné le fait rassurant que Woodville soit un quaker. Le 21 juillet, le docteur Woodville est autorisé à quitter Boulogne, accompagné d'un gendarme avec son vaccin en provenance d'Angleterre. Il arrive à Paris le 26 juillet, mais la lymphe, le fluide vaccin, ne produit aucun effet et est déclaré inactif, probablement à cause des conditions de transport, du temps écoulé et de la chaleur. Après le départ de Woodville pour Paris, le docteur Noël est resté sous surveillance à Boulogne, où il a continué à pratiquer la vaccination, avec une énergie spectaculaire malgré le harcèlement continu du commissaire de police, qui était motivé par des raisons personnelles, autant que par des raisons officielles, comme nous le verrons plus tard. Le docteur Woodville retourne sur Boulogne. Il a obtenu des passeports de Talleyrand, le ministre des Relations extérieures, pour lui et le docteur Noël. Sur le passeport délivré au docteur Noël, il est écrit que Thomas Noël a 40 ans, qu'il mesure 1,60 m de haut, qu'il a des cheveux et des sourcils au burn, des yeux gris et un teint élevé. Le docteur Woodville, accompagné du docteur Noël, prend de la lymphe des 3 patientes boulonnaises vaccinées. Ces vaccinations ont fourni une source de virus frais que Noël a transmis à Paris, où il a été reçu avec gratitude par le comité central de la vaccine. Cette lymphe des 3 patientes boulonnaises gardera longtemps le nom de « matière de Boulogne ». Le 8 août 1800, à Paris, le docteur Woodville inocule cette matière de Boulogne à un enfant de moins de 1 an, François-Eugène Colomb, fils de Monsieur Colomb, dont la maison à Vaugirard deviendra l'hôpital de la vaccine. C'est à partir de cet hôpital que les années suivantes, la matière de Boulogne sera envoyée aux médecins de toute la France et bien au-delà pour les vaccinations. Le rôle du médecin anglais de Boulogne, le docteur Noël, dans la diffusion de la vaccination jennérienne en France et dans ses pays voisins, est certain, et il mérite notre reconnaissance. Il est écrit que le citoyen Colomb donna, en faisant vacciner son fils âgé de 11 mois et 20 jours, malgré sa faible constitution, l'exemple de la plus grande confiance dans la nouvelle méthode de protection contre la variole. Le 21 août 1800, le comité central de vaccine, ayant appris qu'il y avait à l'hospice de Madame Necker, l'hôpital Necker actuel, près du lieu de ses expériences, la maison de Colomb à Vaugirard, 2 enfants attaqués de la petite vérole. 3 des enfants soumis à la vaccination y furent conduits. Ils ne tombèrent pas malades. Rapidement, Colomb publia un rapport, ce qui amena Touret à protester contre ce manquement aux règles convenues. Les membres du comité central de la vaccine ne devaient pas réaliser de rapport partiel, mais attendre les conclusions officielles. Revenu en août sur Boulogne, le docteur Noël, qui continuait de soigner et de vacciner les Boulonnais, fut de nouveau pris à partie par ses confrères qui le dénoncèrent une nouvelle fois aux autorités municipales. On peut vraiment parler de harcèlement. Le sous-préfet de Boulogne était en faveur du docteur Noël et expliqua au ministre le ressentiment des médecins boulonnais envers leurs confrères anglais. Les 3 officiers de santé boulonnais, dit-il, souhaitant garder le droit exclusif de peupler les cimetières, ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée du bon docteur Noël, probablement moins homicide qu'eux. Mais un membre du clergé constitutionnel, l'abbé Lambert, dont le frère médecin était élève du docteur Donoux et l'un des signataires de la dénonciation, avait été nommé commissaire de police de Boulogne, sous l'influence du fils du docteur Donoux, le député Pierre Donoux lui-même, face à l'opinion exprimée à la fois par le ministre de la police générale, le politiquement important Fouché, duc d'Otrante, et par le préfet du département du Pas-de-Calais, jugeant qu'il était inférieur dans les qualités requises pour le poste. Lambert, soucieux de ne pas déplaire ni localement ni au niveau ministériel, proposa le 24 août 1800 que le docteur Noël soit expulsé de Boulogne vers Calais, qui avait des liaisons quotidiennes vers Altona, en attendant l'arrivée du premier bateau neutre. Noël, pour sa part, écrivit au ministre pour rester à Boulogne, et fit imprimer une brochure de 3 pages intitulée « Thomas Michael Noël, médecin, à ses concitoyens », qu'il distribua le 10 septembre 1800. Le lendemain, le 11 septembre, Lambert arrive à la maison du docteur Noël de la rue des Pipots pour lui signifier son expulsion, ainsi que celle de sa famille, vers Calais, malgré les objections des fonctionnaires municipaux. 2 jours plus tard, le 13 septembre, grâce à l'intervention combinée du commissaire du gouvernement de Calais et du maire de Calais, et malgré les allégations de Lambert selon lesquelles les signatures des pétitions avaient été recueillies auprès de personnes sympathisantes anti-républicaines, le docteur Noël fut autorisé à rentrer de Calais vers Boulogne avec sa famille.
Le docteur Noël, par son énergie de vaccinateur, était déjà en correspondance régulière avec le comité central de vaccine à Paris, mobilisant le soutien populaire dans le Pas-de-Calais et bénéficiant d'un nombre toujours croissant de pétitions en son nom au ministre de la police générale et même adressé à Napoléon, citoyen consul, lui-même. On trouve ici le détail d'une vaccination réalisée le 17 septembre 1800 par le docteur Noël sur 2 enfants de Saint-Omer. Madame Van Écoute, la mère des 2 enfants qui avaient été inoculés, appelle le docteur Noël le docteur Noël. Ces 2 enfants sont Zénobie, âgée de 2 ans et 10 mois, et Zénaïde, qui était atteinte de pemphigus, âgée de 3 ans et 8 mois. En janvier 1801, le docteur Noël reçoit une reconnaissance officielle, comme le montre un passeport dans lequel il est décrit comme officier de santé publique, inscrit sur le registre. Malgré cela, ses difficultés sont loin d'être terminées, car en mai, il tombe gravement malade, probablement à cause de son empressement à vouloir soigner toujours plus de patients. À cette époque, la flotte de l'amiral Latouche-Tréville arrive à Boulogne, ce qui n'est pas du goût des Anglais. Le 3 août 1801, l'amiral Nelson bombarde Boulogne et sa flotte. Le 15 août 1801, les premiers rapports concordants sur l'utilité de la vaccine sont publiés. Toutes les contre-épreuves sont des succès. Aucun des sujets exposés à la vaccine n'a contracté la variole. Dans la nuit du 15 au 16 août 1801, l'amiral Nelson tente sans succès d'enfoncer la ligne d'embossage qui protège le port de Boulogne. Durant l'année 1801, des rapports concluants sur l'efficacité de la vaccine sont publiés. Les contre-épreuves des variolisations se succèdent. La plus démonstrative et la plus remarquable fut effectuée au mois de novembre 1801. Le 21, on inocula la petite vérole à 102 enfants qui avaient été vaccinés 8 à 15 mois auparavant. Aucun ne tomba malade. Des contre-épreuves par cohabitation furent tentées. Ainsi, 36 enfants passèrent au moins 15 jours dans une salle où 5 enfants avaient la petite vérole. Certains ont couché dans le lit des malades, d'autres ont porté leur chemise. Aucun n'a manifesté de symptômes de la variole. En 1801, le docteur Nicolas Heurteloup, chirurgien en chef de la Grande Armée, publie un mémoire sur l'inoculation de la vaccine. En 1802, le gouvernement anglais décerne à Jenner une récompense de 10 000 livres sterling et les vaccinations commencent partout en Europe. Le 25 mars 1802, c'est la paix d'Amiens, le traité de paix entre la France et l'Angleterre, qui ne durera pas longtemps. À partir de 1802, Antoine-Augustin Parmentier, premier pharmacien de la Grande Armée, réalise à son domicile les premières expérimentations de vaccination. Il se bat dès lors pour que la vaccine soit inoculée aux plus démunis et que des centres d'inoculation soient effectivement mis en place dans chaque département. Dans l'armée, le docteur René-Nicolas Dufriche Desgenettes vaccine lui-même son fils en 1802. Napoléon fera à cette occasion un véritable battage médiatique pour vanter les mérites de la vaccine. La paix d'Amiens ne dure que 13 mois et prend fin le 18 mai 1803. Boulogne-sur-Mer a gagné en importance nationale, tandis que Napoléon est venu à la considérer comme une base militaire pour son projet d'invasion de l'Angleterre. Les Anglais sont évacués de Boulogne et déportés loin de la côte, à Valenciennes. Le docteur Noël, quoique très malade, doit quitter Boulogne le 13 juillet 1803. Le commissaire général dans les ports de la Manche et du Pas-de-Calais écrit au ministre de la Justice pour lui dire que le docteur anglais Noël a été traité à Boulogne d'une manière que le consul n'approuvera certainement pas. Le 24 septembre 1803, lui et sa famille sont autorisés à retourner à Boulogne. En 1803, le rapport officiel du Comité national de vaccine est publié. Guillotin avait au préalable obtenu de Joséphine de Beauharnais une entrevue, le 23 octobre 1803, avec Bonaparte, qu'il a tenté de convaincre du bienfait de la vaccination contre la petite vérole. Sur la recommandation du ministre de la Guerre, Louis-Alexandre Berthier, Napoléon nomme Jean-François Coste, médecin en chef de la Grande Armée en 1803. Coste fut de toutes les campagnes militaires, Austerlitz, Iéna et Eylau, et se dépense sans compter pour défendre ses vues. Au camp de Boulogne, il organise et contraint les soldats à la vaccination antivariolique, et insiste avec la plus grande rigueur sur les mesures d'hygiène à appliquer sur le terrain. Napoléon, qui avait déjà été à l'origine de la création du comité central de vaccine, installe personnellement le 7 mai 1804 la Société pour l'extinction de la petite vérole par la propagation de la vaccine. Un comité formé le 11 mai, regroupant 16 membres. Joseph Ignace Guillotin en est le président et Henri Husson le secrétaire. Cette institution a pour objectif de créer des antennes locales et de mettre en place des infrastructures de vaccination dans chaque département. Les préfets reçoivent ainsi les premières directives. Napoléon ordonna que chaque soldat de son armée fût vacciné. Il se rappelait avec horreur les morts dues à la variole noire pendant la campagne d'Égypte en 1798 et la campagne de Syrie en 1799. Le 18 mai 1804, Napoléon devient empereur des Français. À Boulogne, les préparatifs de l'invasion de l'Angleterre s'accélèrent. Plusieurs forts en mer sont construits ou restaurés. Dans son inquiétude pour obtenir un passeport, le docteur Noël a également demandé au ministre de l'Intérieur de le demander au ministre de la Guerre. Le 11 juin 1804, le passeport lui est accordé,
et le docteur Noël quitte définitivement Boulogne pour l'Angleterre le 14 juin, et il s'installe à Londres. L'année suivante, le 24 août 1805, Napoléon, ne pouvant plus assurer sa suprématie navale, abandonne le projet d'envahir l'Angleterre et lève le second camp de Boulogne en laissant tout de même quelques milliers de soldats. Le 21 octobre 1805, c'est la défaite navale de Trafalgar contre l'amiral Nelson, commandant de la flotte anglaise, au sud de l'Espagne, près du détroit de Gibraltar. Le 2 décembre 1805, c'est la légendaire bataille d'Austerlitz, où Napoléon bat encore une armée supérieure en nombre. Il détruit l'armée combinée de l'Autriche et de la Russie, dans ce qui est considéré comme sa plus grande victoire. Ses adversaires perdent plus de 25 000 hommes, contre moins de 7 000 pour l'armée française. Après cette victoire, l'armée des côtes et de l'océan portera le nom de Grande Armée. En novembre 1806, au lendemain de la destruction de l'armée prussienne à Iéna et Auerstadt, l'Empire français contrôle toutes les côtes de la mer du Nord et une partie de celle de la Baltique. Pour la première fois, le blocus continental est effectif et la guerre économique devient possible. En 1806, les docteurs Jean-François Coste et Pierre-François Percy rédigent un rapport qui est transmis à l'ensemble des états-majors. Au début de l'année 1807, 2066 soldats ont été vaccinés. La vaccination devient obligatoire chez les soldats de la Grande Armée et chez les civils, mais cette obligation n'est pas pour autant appliquée, car les réticences à se faire injecter une substance issue des vaches restent grandes. Thomas Michael Noël, le médecin qui introduisit à Boulogne-sur-Mer la vaccination contre la variole pour la première fois sur le continent européen, décède le 8 août 1807, à l'âge de 42 ans. En 1809 est publié un premier décret sur la vaccine. Une somme est allouée annuellement au comité afin qu'il organise la vaccination à l'échelle départementale, mais cette mesure s'oppose à la conviction religieuse du clergé et à l'administration des hospices de Paris. Le docteur Jean-Noël Hallé milite activement pour une médecine préventive. En 1810, il est appelé en Italie pour organiser la vaccination dans les régions de Lucques et de Toscane. Napoléon fait vacciner son fils âgé de 6 semaines, le 11 mai 1811. Suite à la vaccination du roi de Rome par Henri-Marie Husson, en présence de Napoléon, les préfets, s'appuyant sur la publicité de ce geste, obtiennent des résultats extrêmement probants. Ainsi, dans les 5 dernières années de l'Empire, un enfant sur 2 est vacciné dans la moitié des départements français. Les résultats sont si bons que la maladie décroît sensiblement et descend à des chiffres très nettement inférieurs à ce qu'avait connu la France avant 1789. Édouard Jenner écrivit personnellement à Napoléon pour demander la grâce d'un parent capturé par les soldats de la Grande Armée. Quand il eut lu la lettre, Napoléon dit « Je ne peux rien refuser à un tel homme. Libérez le prisonnier ». Jenner termina sa vie dans son village de Berkeley, dans une maison actuellement transformée en musée. Il meurt le 26 janvier 1823, à l'âge de 73 ans. Jenner a été enterré dans le chœur de l'église paroissiale de Berkeley. Une statue de marbre le représentant a été érigée dans la nef de la cathédrale de Gloucester. À Boulogne, la rue des Pipots où le docteur Noël exerçait sa pratique existe toujours, mais la façade de sa maison, à l'emplacement de l'actuel numéro 70, a été démolie lors de la réfection de la route en 1840. En janvier 1857, une souscription est lancée par le docteur Lunel à Paris pour faire ériger une statue à Édouard Jenner. Le choix de la ville se porte naturellement sur Boulogne-sur-Mer, qui fut le premier endroit du continent où l'injection de la vaccine a réussi à protéger contre cette terrible maladie virale qu'était la variole. Le moulage en plâtre, réalisé par le sculpteur Eugène Paul, est prêt l'année suivante et exposé à l'école de médecine à Paris. Jenner y est représenté debout. On lit sur le socle de la statue les mots France et Angleterre, pour rappeler les liens entre les deux pays. L'expression de la figure de Jenner indique la méditation. Dans sa main droite, il tient une lancette, qui a maintenant disparu. Et avec sa main gauche, il soulève les pages d'un gros livre. On a groupé, comme emblème à côté de lui, une coupe et un serpent. La coupe est le symbole d'Hygie, déesse de l'hygiène de la santé, qui était la fille d'Esculape, le dieu de la médecine. Le serpent est le symbole de la régénération. Sur une feuille de papier déroulée, on peut voir l'image d'une vache, animal par lequel Jenner a trouvé le vaccin. La municipalité boulonnaise accepte, après 7 ans de délibération, que la statue soit installée dans l'emplacement le plus important de Boulogne au XIXe siècle, c'est-à-dire devant la halle aux poissons, dont la construction a débuté il y a quelques années sur l'actuel quai Gambetta, un peu au nord de l'accès au pont Marguet, sur l'emplacement de 2 anciennes maisons de commerce de Boulogne, les maisons Dupont et Audibert. Le souvenir de cette première expérience faite sur le continent européen, de la découverte du docteur anglais Édouard Jenner, fut célébré avec éclat le 11 septembre 1865, face à l'hôtel des Bains, sur la place des Bains. Il n'existe qu'une seule photo de la cérémonie, qui eut lieu alors que la halle aux poissons n'était pas encore terminée. On peut remarquer que le campanile qui surmontait l'ancienne halle aux poissons n'est pas encore construit. On remarque aussi la foule qui assistait à cette belle inauguration. Le 16 août 1866, l'inauguration de la halle aux poissons a lieu en présence du sous-préfet Labrousse, du maire de Boulogne, le docteur Livois, et du président du conseil général, Alexandre Adam.
La statue de Jenner à Boulogne est la première qui ait été érigée dans n'importe quel pays du monde en l'honneur d'un étranger. Elle fera l'objet d'un attrait touristique pendant plus de 40 ans sur le port de Boulogne. Le temps passant, et le développement de la pêche étant de plus en plus important à Boulogne, certains se plaignent que la statue gêne le passage des vendeurs de poissons qui entraient dans la halle avec leurs cabrouets. En 1907, la statue de Jenner émigra de la place de la Halle pour gagner son emplacement tranquille des remparts qui est toujours son emplacement actuel. La statue a tourné d'un quart de tour sur son socle par rapport à sa position initiale. Le socle est gravé sur 3 de ses faces. La statue de Jenner fut dans ce coin tranquille et historiquement magnifique de Boulogne le lieu de ralliement de beaucoup de margas boulonnais. Durant les 2 guerres mondiales, rien ne vint troubler la quiétude de la statue d'Edward Jenner. En guise d'hommage, un des remorqueurs à vapeur de Boulogne a été baptisé le Jenner. En 1942, la statue échappa à la réquisition pour fonte, car elle est dans un alliage qui a été peint. Le vaccinostyle, la lancette, qui sert à faire une scarification sur la peau d'un patient que l'on vaccine, fut fabriqué dans l'usine de plumes à Brecrec et fut logiquement appelé le Jenner. En 1958, la variole faisait encore 2 millions de victimes par an dans le monde. Le 9 décembre 1979, l'éradication globale de la variole fut certifiée par une commission d'experts. La disparition totale de la variole fut déclarée officiellement par l'OMS le 8 mai 1980. En ces temps actuels troublés par un nouveau virus, n'oublions pas ce que nous devons à nos illustres ancêtres comme Edward Jenner. C'est le souvenir de cette première expérience faite sur le continent, la précieuse découverte du docteur Jenner, que rappelle toujours la statue située au pied de la tour Françoise, boulevard du Prince-Albert, près de la magnifique haute ville de Boulogne.